Ouais. Et donc c'est comme ça que j'ai retrouvé mon rouleau de scotch. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, bonjour à tous et puis bienvenue donc sur cette nouvelle émission. On va parler encore une fois de cinéma. Je suis toujours avec Florent. Salut. Donc on va parler cette fois-ci donc des sorties de fin juin, juillet 2020. Plus les rattrapages des films qui sont sortis au cinéma début mars mais qu'on n'a pas pu voir au cinéma parce qu'ils ont eu genre 3 jours d'exploitation avant de se faire bloquer. Quoi. Et qui ont été remis en juin, juillet. Voilà. Donc au final, moi j'ai vu peut-être quasiment 30 films. Moi je crois que j'en ai vu 16. Ouais, 16. Et là on a gardé 10-12 les meilleurs films de cette période-là. Alors on commence, et moi je vais commencer avec mon top 10. Et mon top 10, je commence avec une comédie française qui est Terrible Jungle de Hugo Benamozig et David Gaviglioli. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait, c'est apparemment leur premier film. On est allé le voir au cinéma tous les deux. Donc. Voilà, on est allé le voir donc les deux au cinéma. Donc, grossièrement qu'est-ce que c'est ? C'est Vincent de Dienne qui est donc fils de Catherine Deneuve, qui donc les deux sont anthropologues, c'est-à-dire qu'ils vont étudier les populations du monde. Et Vincent de Dienne, il a un peu marre de la politique de sa mère, de faire tout ce qu'elle veut, etc. Donc lui, il dit non, moi je vais aller étudier un peuple en Amazonie, un peuple disparu. Qui se cachent au milieu de l'Amazonie, personne ne sait ce qu'ils sont devenus et tout, on dit qu'ils sont devenus hermétiques à la technologie. Et donc là il va se rendre donc dans cette Amazonie, il va chercher ce peuple, Utopie, et il va du coup être pourchassé entre guillemets par sa mère qui va donc engager la police locale qui est, qu'on se dise, très incompétente, pour retrouver son fils. Donc on va voir cette double aventure de lui qui va chercher et découvrir cette population et en parallèle sa mère qui va le chercher. Et il va être un petit peu confronté aussi entre l'image surannée qu'il avait, genre des vieilles peuplades, genre Papou, tout ça, et la réalité. C'est ça, voilà. Il y a une autre époque. Alors moi je l'ai bien aimé, j'ai mis en numéro 10. Parce que j'ai trouvé que l'humour était assez bien fait, qu'on a des petites piques au monde occidental avec ah bah tiens regarde, j'ai récupéré ça vient de France, c'est vachement bien, ça s'appelle de l'amiante. Ah oui, par exemple c'est le genre de blague qu'on retrouve dans ce film, qui sont pas mal. Moi je trouve que le rythme est assez bon. On a des acteurs qui se débrouillent très bien, avec Catherine Deneuve est très convaincante dans son rôle de mère. Et franchement, moi j'ai trouvé ce film très sympa. Surtout pour dire que c'est un premier film, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'ils ont peut-être fait un ou deux trucs avant, mais je crois que c'est un de leurs premiers films. Moi je trouve que c'est convaincant, c'est sympa. Et donc voilà, je veux bien recommander ce genre de film. C'est un petit peu différent dans ce que propose la comédie française. Voilà, c'est ça. C'est pas de l'humour potache à la Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, à la Divorce Club qui est par exemple sorti le même mois. C'est vraiment l'humour un peu plus particulier. Donc je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais voilà, on va parler de plusieurs films qui ont de l'humour un peu particulier. Oui. On reverra ça ensemble. Et on a une super recette de drogue dans ce film. Oui. Alors une drogue qui est faite avec des trucs, tout ce qu'il trouve, on dirait. C'est assez drôle cette scène où il conçoit sa drogue. Bon voilà. Mais voilà, un film assez drôle qui casse un petit peu les clichés des Indiens d'Amazonie et puis des anthropologues qui vont un petit peu se confronter à cette réalité. Voilà, moi je trouvais ça sympa. Et bien moi mon top 10, donc en numéro 10, j'ai mis Mon Ninja et moi de Anders Matterson et Torbjørn Kristoffersen. Donc c'est deux réalisateurs danois, c'est leur premier film à eux deux, c'est un film d'animation donc, qui est orienté soi-disant pour les enfants, mais je pense clairement que si un enfant a moins de 10 ans, c'est pas qu'il va être choqué par le film, c'est qu'il va rien comprendre au film. D'ailleurs j'en ai fait les frais, parce que je l'ai mis en 10e, je trouvais que le film était bon dans ce qu'il proposait. Mais pour le discours et disons pour le fond du film, y amener sa nièce qui a 5 ans, c'est vraiment une très mauvaise idée. Parce que du coup, j'ai passé la pire séance de ma vie. Parce que j'avais une espèce d'empathie en me disant oh mon Dieu, elle est en train de rien comprendre, ou ça se trouve je vais la traumatiser à vie. Et je regardais l'écran, je fais oh mais le film est quand même cool. Oh mon Dieu, c'est cool. Et c'était un petit peu crispant. Et ma femme qui me regardait à côté qui me disait il est nul ce film, qu'est-ce qu'on fait, on sort?
Maintenant, bref, c'était un mélange assez insupportable. Mais sinon, pour ce qui est du film, donc l'histoire, là, on va se réorienter pour un enfant de 5 ans. Hein. Donc l'histoire, c'est en Thaïlande, des enfants qui sont exploités pour faire des poupées à la chaîne, donc des poupées de petits ninjas. Ils travaillent dans une usine horrible, avec un chef qui est prêt à les tabasser. Et là, on a, un espèce d'industriel danois qui arrive sur place, qui dit alors ça se passe bien, les poupées, tout avance bien. Et là, il y a un des gamins, il travaille un peu trop vite et il prend l'écharpe de ce mec et il fait une poupée avec. Donc c'est pour ça que la poupée ninja a des carreaux. Voilà. Et là, le gars se met en colère, tabasse l'enfant et tue l'enfant. Après, il était avec ma nièce. Et là, dans cette poupée est transféré l'esprit d'un ninja vieux de 2000 ans qui réapparaît à chaque fois qu'il y a une injustice qui se produit dans le monde. Donc, cette poupée est muée d'intelligence, un peu comme Chucky, une espèce de comparaison, une bonne saga. Et donc, cette poupée est transférée au Danemark, parce qu'en gros elle essaie de s'échapper, elle se retrouve dans les cartons avec les autres poupées qui doivent partir dans le monde. Et là, arrivée au Danemark, elle se dit, tiens, je vais me venger de cet industriel, je vais essayer de trouver un moyen de le buter. Voilà. On parle de meurtre, on parle d'enfant, on parle de... c'est quand même des sujets assez forts. Hein. Et là, elle va se retrouver avec un gamin, donc un collégien, qui lui a énormément de problèmes. En gros, il y a des gamins qui sont très méchants avec lui, c'est un peu le souffle-douleur. Et lui, il se dit, tiens, tu sais quoi, gamin, je vais te former à te battre, à gagner un peu en confiance, et toi, tu vas m'aider à tuer l'industriel. C'est très très chelou. Il y a des personnages secondaires qui sont très étranges. En plus, ça se passe dans une espèce de famille recomposée. Donc il y a beaucoup de thèmes très riches. On a par exemple son oncle qui est capitaine de bateau, qui est hyper grivois, mais vraiment qui balance des horreurs. Je me rappelle que c'était avec ma nièce de 5 ans, qui ne comprenait pas tous les mots. Et sinon, il y a quand même une espèce de bonne humeur. Voilà, c'est un peu un film d'initiation. Alors, juste, nous, on l'a regardé en version française, évidemment. Et je vais même spécifier la voix de Stéphane Rochevski, donc qui double le ninja. Et je trouve qu'il a une voix, vous écouterez si vous regardez la bonne annonce, qui marche vachement bien pour ninja. Parce qu'il y a un petit côté malicieux, adulte, et en même temps compréhension. C'est très étrange comme mélange, mais ça fonctionne super bien. Donc oui, ça change des codes habituels, mais en tant que film d'animation, c'est clairement ce que j'ai vu de mieux pendant ce mois. Okay. Et bien ensuite, passons au numéro 9. Et le numéro 9, moi c'est un biopic, c'est De Gaulle de Gabriel Le Baumin. Alors je ne connais pas ce qu'il avait fait avant. Donc j'ai vu donc ce film De Gaulle, qui est donc un biopic qui va parler d'une petite partie de la vie de Gaulle, en fait, qui a parlé de la partie 39-40. On est sur la partie où la France est en train progressivement de perdre du terrain sur les Allemands pendant donc, la Seconde Guerre mondiale. Et il va y avoir donc le président de l'époque qui va donc réunir les généraux et les grands chefs d'État, et notamment Pétain, De Gaulle, etc. De Gaulle n'est pas encore général à ce moment-là. Et du coup, il va y avoir donc un débat entre est-ce que on négocie avec les nazis et on fait en sorte de mettre la France dans une situation un peu entre deux, c'est-à-dire on n'a pas abandonné, mais voilà, donc collaboration comme l'a fait le Pétain. Et de l'autre côté, on a le camp de Gaulle notamment qui disent non, on peut pas faire ça, on peut encore se battre, on a des alliés, on a les Anglais, si on s'allie avec les Anglais, ça va le faire. Et puis on a un petit peu Pétain qui est un petit peu pas trop pour être avec les Anglais. Du coup, il y a ces deux camps. Et on va voir comment De Gaulle va essayer de négocier avec les Anglais, déjà pour que les Anglais viennent les aider, alors que les Anglais n'étaient pas forcément totalement pour venir les aider, en disant bon bah de toute façon les Français, si on va les aider, on va se foutre nous-mêmes dans la merde. Donc il va y avoir certains conseillers de Churchill qui vont lui dire non, faut pas y aller parce qu'on va se foutre dans le pétrin plus qu'autre chose.
Et ça va tarder, et jusqu'au moment où le président actuel va abdiquer, que Pétain va prendre le pouvoir et que De Gaulle va être contraint de fuir vers l'Angleterre. Donc ça c'est l'histoire qui est narrée dans ce truc-là, et ça arrive, l'histoire se termine à peu près au niveau de l'appel du 18 juin où De Gaulle va faire son fameux appel à la radio de la BBC en appelant les Français à se battre, à résister malgré la collaboration du régime de Vichy. Donc c'est pas un biopic naissance-décès. Non, c'est vraiment un biopic très centré sur un petit événement. Un petit peu comme Les Heures Sombres, qui était centré sur Churchill, sur l'opération Dynamo et sa prise de parole à la Chambre des députés. Voilà, exact. C'est vraiment centré sur cet événement de comment on est arrivé à cette résistance, comment on est arrivé à ce que De Gaulle fasse cet appel en disant voilà, il faut qu'on se batte, il faut qu'on continue à se battre. Et on voit donc aussi toute sa famille, comment sa famille va devoir s'en sortir, comment il va y avoir aussi un moment de flou en fait où il va devoir partir précipitamment en Angleterre en laissant sa famille, qui va être un peu stressé de se dire il doit gérer son discours, donc parler à tous les Français, mais en même temps il doit essayer de retrouver sa famille, donc il va essayer de demander aux Anglais de retrouver sa famille, etc. Il y a un côté très intimiste de ce film que j'ai trouvé intéressant. Où vraiment on le voit au sein de sa famille avec sa petite fille qui était trisomique. Donc moi je trouvais que c'était un film qui était intéressant parce que ça donne un aspect un petit peu différent du personnage de Gaulle. Après ça reste très gaulliste, c'est très Pétain c'est un connard, De Gaulle c'est le héros. C'est ce qui est une vérité dans certains faits, mais c'est vrai qu'on pourrait comprendre, on pourrait amener un film à dire ouais mais faut comprendre Pétain pourquoi il a fait ça. Oui. Je ne soutiens pas ce qu'a fait Pétain parce qu'il a fait des choses horribles derrière, mais en termes de collaboration on peut comprendre que Pétain soit... C'est vu comme une espèce de forme de lâcheté, voilà, c'est ça. Mais dans certains contextes on pourrait quasiment le comprendre, voilà, c'est sans le justifier mais le comprendre. C'est ça. Donc là voilà, on a ce côté un peu très gaulliste du film. Moi je trouvais quand même que ça reste un film qui est intéressant, qui se regarde bien et du coup on a un Wilson qui revient dans un rôle un peu, enfin qui est moins cabotinant que dans un Les Traducteurs par exemple. Ouais. Il retrouve un rôle un peu plus intéressant. Voilà. Et toi, ton top 9? Alors moi, mon top 9, j'ai mis un ex-aequo. Ouais. D'un point de vue thématique, disons que c'est deux films de grand réal que j'attendais énormément cette année en me disant waouh, en juillet, il y a ces deux films qui sortent. Elle m'a dit donc, vu ce qu'ils ont sorti avant, ça va être génial. Et au final, j'étais un petit peu déçu, mais ça reste des bons films. Donc du coup, je pouvais pas ne pas les mettre là, mais je peux pas les mettre plus haut que 9ème. Donc le premier, c'est Été 85 de François Ozon. François Ozon qui a fait 8 femmes, France, qui a fait Grâce à Dieu récemment. Grâce à Dieu ou Dans la maison par exemple. Dans la maison, c'est un réalisateur. Dans la maison, c'est assez proche d'ailleurs de 85 sur sa tout à fait, oui. Mais c'est un réalisateur français très prolifique qui a ses thèmes, qui parle souvent de quête d'identité ou parfois d'homosexualité, mais c'est traité avec beaucoup de finesse. C'est pas du tout quelque chose de lourd. Il y a toujours un petit peu de finesse. Donc du coup là, l'histoire c'est celle d'Alex, qui passe en été 85, donc il est en Normandie en train de faire du bateau. Et là son bateau se retourne avec une tempête et il se fait secourir par David, donc un jeune de 18 ans. Et là entre eux il va naître une espèce de relation. Et lui, il va commencer à se laisser aller à ses avenirs. Et le film est construit d'une façon assez particulière. En fait, on va l'avoir en deux temps. Ça m'a beaucoup rappelé le film Les filles du Dr Marsh, qui est aussi passé sur deux temps. Et pour le film est compréhensible dans sa temporalité en regardant certains éléments. Dans Les filles du Dr Marsh, il y avait une partie qui se passait en hiver, où là c'était complètement dépressif, tout va mal, tout le monde est triste, et une partie qui se passait en été, où là tout était chaleureux, tout était chatoyant, rouge et doré, et c'est comme ça qu'on arrivait à savoir quand se déroulait l'action. Là en fait, on a une partie avec du coup Alexis qui a sa relation avec David, et une autre partie où il se retrouve quasiment travaillant entre les flics, le tribunal, conseiller judiciaire, etc., où on comprend ce qui a pu se passer. Et disons que les deux temporalités avancent comme ça, et au bout d'un moment il y a des flashbacks qui
font se rejoindre un peu les deux intrigues. Donc c'est une façon très maligne de faire travailler ce genre de thriller. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, thriller policier, histoire d'amour d'été. Mais c'est plutôt bien fait. Il y a un vrai travail de réal, parce qu'il y a une espèce de Normandie magnifiée. Il arrive bien à reproduire les années 80, même dans les musiques. Il y a The Cure qui passe tout le long. Et il y a certaines scènes dans la relation amoureuse qui me fait penser un peu à La Boum. Ouais. Notamment celle où il est dans cette boîte de nuit et où il lui met ses écouteurs. Oui. Du coup, c'est comme s'il créait une bulle ou une espèce de cocon au milieu des autres, comme s'il acceptait sa différence au milieu d'un tout. Et je pense que dans La Boum, il y a quasiment la même scène. Ouais. Mais c'est plutôt bien fait, je peux clairement le conseiller. Et donc je le mets en ex-aequo avec Madre de Rodrigo Sorogoyen, donc un réalisateur espagnol qui avait fait il y a 1 ou 2 ans El Reino. Alors, regardez El Reino, c'est un film politique, thriller, qui est passionnant et qui est surtout extrêmement bien filmé, extrêmement bien joué. Et là dans cette histoire, donc dans Madre, donc mère, on a le personnage d'Elena qui au début du film, comme ça avec sa mère, on rentre chez elle de son appart, discute tranquillement, et là elle a un appel sur son portable de son fils qui fait « Ouais maman, je suis sur une plage dans les Landes et papa est parti. » Je fais « Comment ça, il est parti ?» Et tout de suite mon plan séquence. Il dit « Ouais, bah écoute, je sais pas, il a pris sa voiture, il est parti. » Il dit « Mais t'es où là ?» Et là il regarde autour de lui, donc au téléphone on apprend qu'il regarde autour de lui. Il voit rien, il a aucune info, elle s'inquiète, elle angoisse, elle essaie de rappeler le père, elle n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Et là, t'as le gamin qui fait Ah maman, je comprends pas, il y a un gars qui vient vers moi et j'ai plus de batterie sur mon téléphone. L'horreur absolue. Et là, boum, 10 ans plus tard. Donc 10 ans plus tard, tu retrouves cette Elena qui est devenue serveuse dans les Landes, donc qui a quitté l'Espagne, et on se dit d'une certaine façon, elle veut retrouver son fils. Elle se dit, je vais m'asseoir dans les Landes sur une plage, peut-être que j'arriverai à le repérer. Et elle tombe sur un jeune qui s'appelle Jean, qui ressemble comme 2 bouts de doigts à son fils. Et ça, on l'a pas vu son fils, donc on se dit, bon, tiens, elle arrive à se faire une espèce de projection de mère. Et pendant tout le film, elle va avoir cet aspect protecteur et en même temps des sentiments un petit peu étranges pour ce garçon. Alors il y a certains youtubeurs, j'ai vu, ils disaient, c'est un film sur l'inceste. Je pense pas que ça soit l'idée principale à retenir. Parce que tout le film, c'est vraiment la perdition d'une femme qui a 35 ans. Comment est-ce que tu fais ton deuil? Comment est-ce que tu fais pour te reconstruire? Parce que même avec son ex-mari, tu vois pendant tout le film qu'elle lui en veut encore de ce qui s'est passé, en disant c'est à cause de toi tout ce qui s'est passé. Elle essaie de se reconstruire avec des mecs, elle n'y arrive pas, et dès qu'elle est avec ce Jean, c'est comme si elle avait une espèce de porte de sortie. Alors évidemment, vu que Jean a 16 ans, et elle est vue bizarrement par les amis de Jean, elle est vue bizarrement par les parents de Jean, et tout le monde la voit comme une femme étrange qui est un peu là pour pervertir tout ça. Et là on voit vraiment qu'elle est complètement perdue. Il y a énormément de scènes qui sont filmées en plan séquence, comme cette scène d'ouverture, qui vont vraiment loin dans sa psychologie, dans sa perte de repères, et là c'est vraiment un film qui sublime cette actrice. Marta Nieto, c'est son tout premier film, et je me dis mais c'est exceptionnel quoi. Je pense qu'elle va avoir un Goya, donc le Goya c'est l'équivalent des Césars en Espagne. Je pense qu'elle va très clairement l'avoir. Le point négatif, c'est peut-être celui qui joue Jean, donc c'est Jules Porlier, que t'avais vu Play? Oui, j'ai vu Play, ouais. Dans Play, il jouait du coup le héros en version l'ami du héros, et il jouait vachement bien, mais là vu qu'il est dirigé par un Espagnol, je pense qu'il s'est dit vas-y joue en français, je comprends rien de toute façon, mais j'imagine que tu joues bien. Bah là nous en tant que français on se dit ouais il joue pas très bien, ou alors il est mal dirigé. Du coup à chaque fois qu'il est là c'est un petit peu crispant. Donc ça vaut vraiment le coup pour la réal, pour ce que ça développe en termes psychologiques, et je pense qu'il faut vraiment le retenir au-delà d'un simple film sur l'inceste. On passe au numéro 8, et moi donc en numéro 8 j'ai mis L'aventure des Marguerites de Pierre Corré. Je l'ai mis à cette place là parce que c'est un bon film familial, c'est un bon film familial qui se laisse très bien regarder. Le concept est assez simple, 2 filles à 2 époques différentes, donc l'une qui s'appelle Marguerite qui vit en 1942 et qui est donc en plein milieu de la guerre, son père a disparu, qui trouve une malle et sa tante lui dit ah mais écoute c'est
une malle magique, si tu rentres dedans, l'oncle bidule, il y a des années, il est rentré dedans et il a dit qu'il voulait disparaître et il a disparu, on l'a jamais retrouvé. Il a dit non, mais je déconne, je sais pas si c'est magique, bon, bref. Et en parallèle, en 2019, il y a Margot, donc Margot, Marguerite, normalement c'est le même prénom, simplement c'est contemporain, on va dire. Donc Margot, qui elle est donc vit avec sa mère et son beau-père, qu'elle ne peut pas blairer en fait, le beau-père et elle, ça marche pas du tout. Et du coup elle veut retrouver son père qui est parti vivre au Brésil, qu'elle a laissé. Et donc elle veut retrouver un père aussi. Donc il va y avoir cette quête du père, des deux. Et en fait ils vont un jour, la Margot, elle va entendre Marguerite qui parle à travers la malle. Et donc du coup elle va rentrer dans cette malle, parce qu'elle se demande ce que c'est. Et elles vont se retrouver face à face. Et tout d'un coup elles vont disparaître sans comprendre ce qui se passe et se retrouver à la place de l'autre. Donc évidemment déjà il va y avoir aussi cet écart, c'est-à-dire que Marguerite va arriver au XXIe siècle, va découvrir énormément de choses. Quand elle va vouloir s'habiller, en fait, la seule robe qu'elle va trouver dans les habits de Margot, c'est une robe de princesse déguisement. Alors, du coup, le beau-père dit ouais, vraiment, tu te fous de ma gueule jusqu'au bout, quoi. Voilà, tu vas vraiment m'énerver. Et dans l'autre sens, les habits de Margot, au temps de Marguerite, les gens comprennent pas, ils disent mais comment t'es habillée, va te changer et tout. Et les deux vont devoir partir à la quête du père, en gros, de l'autre. Enfin, il y en a Margot qui va devoir chercher le père de Marguerite et le ramener à la maison. Et puis Marguerite, elle va essayer, elle, de trouver aussi, savoir si son père en fait est décédé en 42 en fait. Parce que comme elle a vécu en 42, elle veut savoir s'il y a des preuves de son décès ou si elle a des chances de le revoir. Et en même temps, il va y avoir un petit peu cette quête du père, mais on verra qui se fait cette fois-ci via le beau-père. Alors c'est un film qui est très sympa, qui est très intéressant, qui se laisse bien regarder. J'ai un gros X sur le film, c'est que les personnages sont tous trop gentils. Mais vraiment trop gentils. Et tu me disais que même les nazis étaient C'est-à-dire que même il y a même un nazi, il a une scène où il donne des ordres à Margot et à la tante, et il leur dit oui, ici vous m'écoutez, vous allez faire ce que je dis, hein. Et en fait il le dit, mais on se rend compte que c'est même pas méchant la manière dont il le dit, c'est si vous faites ce que je dis, il n'y aura pas de souci. C'est limite, il va dire s'il vous plaît à la fin en fait. Et il n'a pas vraiment l'air méchant. Au début, quand je l'ai vu, je me suis dit il l'introduit, il n'est pas encore trop méchant, mais on va le voir plus tôt. Il y avait encore 3/4 d'heure de film, je me dis il va être méchant plus tard. Et en fait, il a genre 5 minutes d'écran et il est pas si important que ça. Donc au final, il n'y a pas vraiment de méchant. C'est un film où tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Et même les conflits, en fait, c'est des conflits qui sont un peu gentillets, quoi. Pour dire qu'il y a des trucs qui sont des fois atroces. Il y a deux personnages qui explosent une voiture qu'ils ont volée, etc. Et un autre personnage qui est censé les engueuler, ils engueulent, mais au final, l'engueulade n'est pas si terrible que ça, quoi. Il se remet vite. Donc tu dis voilà, ça passe quoi. Ça passe vite quoi, les engueulades, elles sont gentillettes. C'est le seul pour le X, c'est que c'est un peu trop gentillette, mais sinon c'est un truc familial. C'est un truc familial, ouais, c'est vraiment, ça se voit dans le truc. Du coup, en termes de concept de science-fiction, c'est aussi poussé que les visiteurs. Voilà, c'est ça. On échange d'une époque. C'est ça, on échange d'une époque à l'autre. On n'appuie pas trop sur le côté perte en fait. On a au début en fait, elle est peut-être 10 minutes de chaque personnage où elles mettent le temps à se mettre dans leur époque. Mais en fait, comme il faut aller à l'action, c'est bien parce qu'ils ne s'attardent pas 15 plombs sur le fait qu'ils galèrent avec les technologies. Sinon, c'est plutôt un... Alors moi, en numéro 8, j'ai mis Un fils de Mehdi M. Barsaoui. C'est son premier film en tant que réal, parce qu'il avait déjà fait d'autres films en tant que premier assistant réal, mais ça ne compte pas. Avec Sami Bouajila. Alors, Sami Bouajila, j'avais vu un jour avant dans La Terre et le Sang, que je trouve très mauvais. Et là, dans celui-là, je le trouve impérial. Comme quoi, tu vois, c'est pas des mauvais acteurs ou bons acteurs, c'est comment ils sont dirigés. Et là, tu sens qu'il a été super bien dirigé, vraiment. L'histoire, en fait, ça se passe en Tunisie. C'est un bon papa de famille avec sa femme, comme ça, ils sont en train de rouler sur des routes de Tunisie. Et ils se retrouvent entre deux feux. Et là, ils se disent, oh mon dieu, ils sont en train de se tirer dessus, je vais reculer tranquillement et reprendre ma route. Oh, on a évité la catastrophe. Et là, en fait, il regarde derrière lui et il voit son fils qui est en train de perdre du sang. Et en fait, il s'est pris une balle dans le foie. Et il se retrouve à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui dit il va lui falloir une greffe, sinon il va mourir. Et là, le père, il fait c'est bon, vous prenez sur moi et tout ira bien. Et quand ils font un test pour voir s'il est compatible,
et ben ils se rendent compte qu'en fait il n'est pas compatible parce que c'est pas vraiment son fils. Et en fait ce qui se passe c'est que sa femme, elle a eu l'enfant mais avec un autre gars. Donc on va se retrouver avec un brave père qui va se rendre compte que sa femme l'a trompé et que ce n'est pas vraiment son fils. D'où le titre du film. Et là, il va y avoir vraiment une espèce de cas de conscience parce que à la fois on a la quête du père qui va se dire pour sauver mon fils, il va falloir que je retrouve le père biologique de ce gamin pour qu'il puisse lui faire une greffe de foie. Et en même temps, la culpabilité de la mère qui va se retrouver donc dans la justice tunisienne qui n'autorise par exemple des greffes ou des donneurs qu'uniquement avec le consentement du mari. Ok. Voilà, donc ça montre énormément de problèmes et on va se rendre compte aussi des espèces de dérives avec comment dire, certains gamins qui sont manipulés pour prendre des organes. Enfin, ça va très loin. Je sais pas si tout est ultra réaliste, mais alors ce que je retiens de ce film, c'est la prestation de Sami Bouajela, mais qui est impressionnante tout le long. On est avec lui, on comprend quand il engueule sa femme, tout est extrêmement crédible, et même l'amour qu'il porte envers son fils. Le côté perdition, quand il va courir partout pour essayer de trouver une solution, on est avec lui, on est complètement perdu, on a envie qu'il réussisse. C'est vraiment un film qui est très très enivrant. Et vraiment c'est une belle proposition. Okay. C'est un film qui est sorti donc en mars, il a eu peut-être 3 jours d'exploitation en mars, et c'est pour ça là c'est un des premiers films que j'ai regardé avec la réouverture. Je le conseille vraiment, il a eu très très peu d'écho, mais vraiment en tant que film drame social, c'est parfait. Ensuite on va passer au numéro 7 et on a un film commun. Ouais. J'ai aussi mis en numéro 7 Tout simplement noir. Voilà. De Jean-Pascal Zidi et John Wax. Voilà. Alors c'est leur premier film à eux deux. Après ils ont déjà fait des courts-métrages, ils ont participé à des mini-séries, je crois Créneau, ce truc comme ça. Et là du coup en fait c'est un espèce de documentaire, donc c'est dans le style documentaire, mais tout est faux. Ouais, c'est ça. Et toutes les personnes qui vont croiser dans le film jouent leur propre rôle. Genre par exemple quand ils croisent Eric Judor, c'est vraiment lui. C'est pas genre Eric Judor qui va jouer un rôle. Donc ça part là-dessus. Alors l'histoire. Alors l'histoire c'est Jean-Pascal qui se fait appeler en fait JP qui lui en fait veut faire une marche pour les Noirs, pour les hommes noirs. Je précise parce que ça a une importance pour plus tard. Donc il veut faire une marche pour les hommes noirs. Parce que il dit voilà, les Américains ont eu Martin Luther King, les Sud-Africains ont eu Mandela, les Français auront JP. Et du coup en fait il veut en fait monter un collectif de Noirs qui va faire une manifestation pour revendiquer pour lutter contre le racisme anti-noir. Mais créé de façon très maladroite. C'est ça. Et le concept du truc, c'est qu'il va aller voir différentes personnalités, mais qu'il va être très maladroit et il va très mal amener les choses. Ou antiproductif. Ou privant. C'est ça. Et en fait, il y a un regard presque genre j'utilise une cause commune, mais finalement pour mon propre bénéfice. Parce qu'au début, il fait des vidéos YouTube, il commence à avoir du succès avec ses vidéos YouTube, et on se dit est-ce qu'il veut pas faire cette marche noire pour avoir un peu plus de succès en se disant non mais vous comprenez c'est hyper important. Et alors que les gens à la base se disent c'est une bonne idée, mais vu comme c'est amené c'est tellement maladroit que ça vire un peu à catastrophe. Et même ces vidéos vont être clivantes parce que dans ces vidéos en fait il va se déguiser en esclave noir au milieu de la rue. Donc il y a certains noirs qui vont dire non mais tu peux pas faire ça, c'est horrible, et il y a certains noirs qui vont dire ouais c'est bien ce que tu fais. Et il y en a qui vont juste voir l'humour en disant ouais c'est drôle, voilà. Et il va pas être compris son message. En fait il va tellement être maladroit que son message va être interprété de 15 manières différentes. Et même lui il va être très maladroit, il va quand même dire à certaines personnalités ah mais t'es quand même pas assez noir. Voilà. Comment ça t'es pas assez noir, enfin voilà. Et puis à un moment il va s'embrouiller avec les femmes noires, une association de femmes noires qui vont dire mais pourquoi t'as dit homme noir? Ouais mais parce que faut que ce soit symbolique. Comment ça symbolique? Nous les femmes noires on a du racisme parce qu'on est noirs et maintenant on a un racisme de nos propres hommes. Non ça va pas. Non et puis il y a comment dire, d'une certaine façon c'est assez subtil parce que
on essaie de passer par tous les clichés habituels pour les casser en passant par ce personnage qui est odieux. Ouais. Et ça, c'est fait de façon plus intelligente que certains films qui peuvent être moralisateurs avec genre, regardez le message de fond, c'est ça. Ouais. Là, c'est plus malin, je trouve. Il y a même une petite pique à des films genre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah oui. Parce qu'il y a vraiment un producteur de film donc le fait signer dans un film en fait, JP, et en fait au vu du speech on découvre que c'est un genre de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu mais inversé, où c'est un noir qui doit entrer dans une famille blanche, mais je sais plus, en gros la famille noire elle est un peu conservatrice, voilà. Et Bref, le succès de l'été. c'est ça, le succès de l'été. Et du coup voilà, c'est pas mal. Alors on a du coup dedans donc On a Jean-Pascal Jean-Pascal, qui est on dit. important. Il y a Farid. Farid qui a un Farid gros rôle. qui lui aussi en fait dans le film a une espèce de sous-intrigue où lui aussi il est poursuivi par certaines associations parce qu'il a fait comment dire, une pub qui est vue comme une provoque. Donc pendant tout le film il va se balader avec Jean-Pascal et il y a des gens qui vont lui dire Farid, salaud, t'es vraiment un monstre et tout. Et eux ils vont essayer à eux deux de rameuter le plus de monde possible. Oui, donc par exemple, je crois que c'était Julien Jean-Baptiste qui a fait Première Étoile, donc c'était avec une famille noire qui part faire du ski. Le film était plutôt sympa, mais vu un peu comme un truc très bon enfant, très sympa, genre t'as vu, ouais c'est juste les noirs qui vont dans la neige, bravo, super humour. Et en face, on a Fabrice Eboué qui avait fait Casse Départ, et qui est vu un peu comme une espèce de critique, parce que dans son film, c'était les noirs qui se retrouvaient téléportés à l'époque de l'esclavage. Donc là aussi, on avait un regard qui était intéressant, et eux qui vont se battre l'un l'autre en disant que le film de l'autre est pourri, et la scène est géniale, elle va très loin. Et il y a plein d'intervenants, et moi j'en retiens une qui, j'ai eu plusieurs vidéos sur ce film et qui n'est jamais citée, c'est Karine Guyoc, qui est présentatrice du JT de M6. Et là, elle apparaît dans une soirée où il y a Vilcach Dorasso, où il y a Joey Star, donc il n'y a pas que des acteurs. Et comment dire, ce qui est intéressant, c'est que là, donc JP, il va venir vers elle et il va lui dire ah c'est important quand même qu'il y ait des présentatrices de JT noires. Il dit comment est-ce que toi tu fais pour te débrouiller dans ton métier en tant que journaliste noir. Et là, il lui fait non mais écoute, je suis journaliste principalement, je veux dire, j'ai pas été sélectionné parce que je suis noir. Et elle va avoir un discours qui est, comment dire, très ouvert, essayer de faire comprendre à JP sa situation. Et lui, JP, en fait, il va avoir aucune forme de compréhension. À aucun moment, il va essayer de l'écouter ou de se remettre en question. Et là, il va tellement aller dans la provoque qu'elle va se mettre en colère. Mais je trouvais qu'elle le jouait vachement bien. Ouais, et pour une non-actrice, et ben dans le film, je me suis dit, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en colère. Il y avait une certaine vérité. Et je pense que, je sais pas, peut-être que c'est un très bon directeur d'acteur, mais à aucun moment on voit des espèces de faiblesse dans l'acting. Ouais, après, il y a peut-être un truc qui peut être relevé, qui présente peut-être un défaut, c'est peut-être le regard caméra. Parce que vu que c'est un faux documentaire, on sent qu'il y a un réal qui est en train de bouger la caméra. Voilà. Mais quand JP va les pousser à comment dire, leur présenter son projet un peu maladroit, on va avoir beaucoup de ces personnages publics, genre par exemple Éric Judor, quand il va voir le malaise, il va regarder à la caméra, genre qu'est-ce que vous êtes en train de poser comme question, je comprends pas. Et c'est vrai que ça peut être un peu lassant, quand c'est fait 5 ou 6 fois, on comprend un peu où est-ce que ça veut venir. Pareil, la scène avec, comment il s'appelle, le réalisateur français, là, celui qui a fait La Haine. Ah, Kassovitz. Ouais. Là aussi, on comprend. C'est un petit peu lourd. Un peu lourd, ouais. C'est vrai que la scène dure. C'est un peu dur. Mais après, bon, ça reste une bonne comédie avec l'humour. Alors, voilà, ces regards caméra, ça fait partie de cette tentative d'humour un peu à la The Office. Ouais, ou Borat. Borat, ouais, c'est ça, de vraiment provoque, aussi de jouer avec le malaise aussi. Oui. Ils aiment bien jouer avec le malaise sur ce film. Ce qui fait que des fois, c'est un peu trop malaisant pour être drôle. Ouais. Donc c'est ça, voilà, de temps en temps ça va un peu trop loin dans le truc. Mais sinon c'est vrai que... J'ai l'impression qu'à sa sortie, le film a été vu comme une espèce de comédie grasse, presque raciste sans le vouloir. Mais plus le temps passe, plus les gens peut-être comprennent, ou le bouche à oreille va dans le sens en disant non justement,
c'est beaucoup plus malin qu'un truc comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Ouais, qui finalement a un fond qui est très douteux. Ouais. Là, c'est le genre de comédie qu'il faut soutenir, je pense. Ouais, ça, oui, franchement, ouais. C'est même, ça se moque à la fois du racisme et à la fois de la manière de lutter, de attention comment on lutte contre le racisme, de pas faire du racisme pour lutter contre le racisme, par exemple. Voilà, donc moi je trouvais ça intéressant pour ce message et puis même pour les actings, etc. Voilà. On passe cette fois-ci au numéro 6 avec Fille de joie, donc d'un couple de Anne Polisevich et Frédéric Fontaine, donc qui avait fait donc apparemment scénarisé Tango libre avec François Lambert. C'est assez rare d'ailleurs, hein, parce que généralement c'est soit deux mecs, soit deux filles, mais avoir un mec et une fille à l'arrière, c'est pas fréquent. Mais c'est bon, après là c'est bien, ça permet d'avoir un autre regard. Un autre regard. Ouais. Bon, il y a un autre film qui avait été réalisé par un homme et une femme, c'était 365 PNI, mais bon, pas citable. Ouais. Ou alors citable, mais dans une autre vidéo. Voilà, c'est ça. On en reparlera peut-être en fin d'année. Bref, donc ici, donc, on parle donc de Fille de joie. Alors, Fille de joie, ça parle de quoi? Comme son nom peut l'indiquer, Fille de joie, donc ce sont des prostituées. Donc on va suivre l'histoire donc de 3 prostituées qui vont avoir des problématiques différentes. On a une première qui a des problèmes avec son mari qui est maltraitant et qui veut la garde des enfants, qui est un petit peu possessif. Ouais. La deuxième, elle a un problème avec son mari qui est infidèle. Ouais, mari, copain. Son copain qui est infidèle et qui va voir à droite à gauche. Et la troisième, qui est plus âgée que les deux précédentes, qui va faire un petit peu maman poule avec les deux autres, qui elle en fait va avoir une fille qui est ado et qui est du coup en pleine crise d'ado et qui se rend compte que le boulot que sa mère en fait est pas forcément très classe, si je puis dire. Et il va faire un peu de chantage. Et va faire du chantage. C'est bon, on sait ce que tu fais. Voilà, en gros, on va pas aller dans le sens de sa mère et le père va être un peu absent, il est présent parce que il est au chômage, il est là, mais il va être absent dans la manière d'éduquer la fille. Il va pas aider vraiment la mère. Donc la mère va se retrouver seule face à sa fille. Mais il y a un regard très féminin. Après, il faut quand même dire que c'est pas des prostituées qui font le trottoir. C'est-à-dire c'est 3 femmes qui vivent dans le Nord et qui prennent une voiture le matin pour aller en Belgique dans une maison close, parce qu'apparemment là-bas c'est autorisé. Et là-bas elles font leur boulot, elles reviennent le soir avec leur argent et elles se retrouvent avec leur vie de famille souvent problématique. Et ça amène du coup des problèmes très inédits. On peut pas penser forcément à ce genre d'intrigue dès le départ. Moi je trouvais ce film qu'il était très beau en termes de thématique, ça permet de voir plein de choses. Il fait 1h20 mais en fait il est au final assez dense dans ses thématiques et assez bien exploité en fait. On aurait pu se dire qu'1h20 c'était un peu court pour utiliser tout ça. C'est la bonne durée, c'est pas trop long, ça se regarde très bien. Il y a un gros événement à la fin qui amène à une fin assez étonnante, j'en dis pas plus pour que vous puissiez découvrir le truc. Mais disons que l'arc des personnages est suffisamment bien traité pour pas qu'on ait besoin d'une espèce de sous-intrigue ou d'un message profond derrière. C'est ça qui est bien fait. C'est bien fait, au niveau des actrices, elles jouent très très bien dedans. J'en connaissais 2, je connaissais celle qui fait donc la prostituée un peu plus âgée, Noémie Lodowski. C'est ça, Lodowski. Et puis Sarah Forestier, qui est donc l'actrice dont son mari est violent, etc. Et la troisième, je ne connaissais plus, je ne la connaissais pas. J'ai peut-être déjà vu dans un film ou deux. Mais voilà, je me rappelle plus de son nom. Et donc les 3 jouent très très bien. Franchement, le jeu d'acteur est assez bien mené. Donc franchement, très bon petit film si vous voulez voir un film un peu sociétal. Alors c'est pas un truc pour vous détendre vraiment parce que c'est un peu des problèmes de société actuels, mais c'est vraiment intéressant à regarder. Donc vraiment, si vous voulez regarder un truc un peu sympa. Et je trouve que ça évite le misérabilisme. Un peu de genre de sujet qui est à la base, c'est dire ah merde d'accord ok je vois très bien où est-ce que ça va aller. Ça amène quelque chose de surprenant. Et c'est plutôt rare. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de critique de ce métier, en fait, dans le sens où on ne dit pas ah, vous avez vu, elles sont prostituées. La seule critique, on va dire, de ce métier, c'est au final à travers les yeux de la fille, donc la prostituée la plus âgée,
qui du coup va critiquer sa mère là-dessus. Mais sinon, c'est vraiment, oui, c'est un métier, quoi. Elles exercent un métier, et tous les matins elles prennent la voiture, elles vont faire leur métier, elles reviennent, fini. Et c'est plutôt bien fait, moi je trouve que c'était plutôt intéressant comme manière d'aborder le sujet. Alors moi en numéro 6, c'est un film qu'on a vu ensemble. Moi je l'ai mis à cette position-là, peut-être qu'il apparaîtra à une autre place pour toi. C'est The King of Staten Island de Judd Apatow. Donc Judd Apatow, c'est un réalisateur américain qui a fait beaucoup de comédies, parfois grasses, parfois potaches, comme 40 ans toujours plus chaud, qui était très connu à l'époque. Je me rappelle, j'étais collégien, on se faisait des vannes avec ça. C'était pas facile. Et qui ensuite a fait En cloque mode d'emploi ou Crazy Amy. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans son cinéma, c'est pas que de la comédie pour faire rire simplement. Il y a toujours un aspect un peu mélancolique et surtout un travail sur les personnages. C'est des comédies qui durent souvent plus de 2 heures, ce qui est souvent rare. D'habitude, les comédies, on fait un format d'1h30 pour bien tasser, pour faire un truc simple. Lui, il adore faire durer les scènes et faire surtout un travail sur les personnages. Et là, c'est exactement le cas. Il fait jouer donc Pete Davidson. Donc Pete Davidson, c'est un comique américain. Et là, en fait, il s'est basé sur son histoire vraie. Donc, il a fait une espèce de biopic sans vraiment le dire. Et l'histoire, en fait, elle est toute simple. C'est donc le personnage de Pete Davidson, qui est joué par le personnage de Scott, joué par Pete Davidson, qui est un peu un adolescent attardé, qui a 25 ans, qui a comme projet de faire un salon de tatouage restaurant. C'est ça. Voilà, un mélange comme ça, avec ses potes, il consomme plein de bœufs et tout, c'est cool. Et lui, en fait, il a beaucoup de mal à faire le deuil de son père, donc qui était pompier, qui est mort en service, et en fait, il a un peu une dent contre les pompiers. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que quasiment au tout début du film, il va se mettre à tatouer un peu des gens, comme ça, c'est cool, tu vois. Et il y a un gamin qui va avoir, je sais pas, 10 ans, qui va venir vers lui, qui lui dit « Hey, je peux avoir un tatouage? Ouais, c'est cool !» Il dit « Mais t'es sûr? C'est pas une mauvaise idée, t'as tous ses potes qui sont un petit peu en train de se demander si c'est vraiment nécessaire. » Et là, il va commencer, il va avoir mal, il va le dire à son père, et son père, en fait, à ce gamin, il va venir, il va demander des excuses, et ensuite, il va se trouver une espèce de succession d'événements totalement inattendus, qui vont amener à une espèce de remise en question de ce héros, et surtout à une succession d'événements qui sont à la fois drôles, à la fois tragiques et surtout extrêmement tendres. Et c'est ça ce que je retiens de ce film, c'est un super film sur New York. Et donc Staten Island, c'est une île qui est un peu au sud de Manhattan, mais on a vraiment cet esprit. Il y a un esprit, genre, on est une petite île, on a notre monde à nous, un peu comme pouvait l'être Brooklyn, et on a ces jeunes un peu qui sont dans une errance. Alors je trouve que du coup, avec ce film, il se rapproche un peu du cinéma de Richard Linklater, dans un film comme Boyhood, qui là aussi a pas vraiment de méchant, pas vraiment de but. C'est plus un cinéma contemplatif, un cinéma de l'instant, qui va suivre des personnages qui vont se retrouver à des problématiques assez inédites ou à des remises en question bien plus profondes que la majorité des films. Et par exemple, sa relation amoureuse avec sa copine, ça va pas du tout être traité comme une espèce de comédie romantique où le but final c'est de finir avec elle. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus nuancé et surtout un rapport entre personnages qui est très profond. Et ça m'a vraiment plu dans l'ensemble. Le personnage qui est joué par le pompier, c'est Bill Burr qui l'incarne, et il est assez connu aussi pour avoir fait du one-man show. Il a fait plusieurs spectacles, je crois, qui sont disponibles sur Netflix. Et la mère de Scott, elle est jouée par Marissa Tomei, qui est assez connue pour avoir joué récemment Tante May dans les derniers Spider-Man. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, mais attends, j'ai entendu quelque chose. J'ai eu un peu elle joue la maman ou la tata. Mais attends, mais elle joue vachement bien. Voilà, ici, elle joue vachement bien. Elle est beaucoup plus mise en avant que dans un Spider-Man. Voilà. Donc là, c'était principalement pour dire ce qu'il y avait plus dans ce film. Peut-être que tu amèneras certaines infos. Voilà. Si on en reparle éventuellement dans la deuxième partie. Bon, bah là, on a fini avec les 5 premiers. Ouais. Et puis on va se retrouver dans une deuxième vidéo pour parler des 5 meilleurs. 5 meilleurs, on verra ça tout de suite. Et donc du coup, on vous dit il était Incantatem et à tout de suite pour la deuxième partie. Salut!